Bonjour à tout le monde, nous sommes ravis de vous avoir ce soir pour parler de ce sujet sur les reporting ESG. Déjà peut-être pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez nous dire un peu comment vous nous avez connus, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, vous pouvez communiquer dans le chat, vous pouvez donner vos différents commentaires dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Olivier. Elodie, bonjour. Oui, bah, très bien, ça fait plaisir de savoir ça. Alors, comment vous m'avez connu alors et comment vous avez été au courant de ce webinaire? Donc, merci Elodie. Ah, la newsletter, oui, c'est vrai que on essaye d'être quand même très actifs sur cette newsletter-là. On communique régulièrement sur l'actualité, sur les différentes évolutions au niveau de la BCE, de l'EBA, les guidelines. Donc, oui, c'est quelque chose qui... Alors, je suis contente de voir que la newsletter a du succès. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Donc effectivement, aujourd'hui, ce webinaire, il est organisé par l'AGS. Vous avez vu, hein, c'est depuis au moins l'année dernière qu'on a lancé plusieurs campagnes de webinaires régulièrement pour vous informer justement de tous ces sujets-là sur le ESG, parce que c'est vraiment important que on vous donne la possibilité de comprendre vraiment de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça implique, parce qu'on est en train de préparer finalement un changement drastique en fait de notre façon d'aborder l'activité bancaire et nous avons pris comme mission à l'AGS de vous accompagner dans cet exercice-là. Et aujourd'hui, on va parler des reporting réglementaires. C'est une partie qui est quand même clé puisque quasiment tous les tests réglementaires aujourd'hui autour de l'ESG parlent de reporting, de publication. Donc, c'est important qu'on se penche sur ce sujet-là. Je présente rapidement l'AGES. Donc, l'AGES, c'est un organisme de formation qui existe depuis près d'une quarantaine d'années. Aujourd'hui, on est spécialisé sur les métiers de la banque, de l'assurance et des entreprises d'investissement. Donc, on a des pôles, par exemple, sur tout ce qui est risque assurance et compta assurance. On a des pôles sur la compta bancaire, l'audit interne, la conformité et le pôle que j'anime personnellement, qui est tout ce qui est prudentiel, donc risk management, ESG et dispositif Balois pour les banques et les entreprises d'investissement. Donc, je me présente, Evelyne Niotué, en charge du pôle prudentiel, et donc je serai votre hôte aujourd'hui. Et je laisse aussi Fabienne se présenter. Bonjour, je me prénomme Fabienne Antoine, je suis consultante en finance durable et j'interviens dans toutes les problématiques de gestion des risques ESG et puis pilotage des indicateurs extra-financiers. Voilà. Et effectivement, donc c'est Fabienne qui va va vraiment tenir le crachoir en fait aujourd'hui, et on va travailler, on va discuter ensemble sur ce sujet de reporting réglementaire. En termes de modalités pour cette soirée, en fait, n'hésitez pas, vous avez déjà commencé à poser toutes les questions dans le chat, et moi je serai aussi en charge de prendre les questions au fur et à mesure de l'exposé de Fabienne, et on va aussi avoir une petite session de questions-réponses à la fin si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions en cours de route. Cette présentation est enregistrée, ça veut dire que vous pourrez avoir accès au replay à partir de demain ou après-demain sur tout ce qu'on aura échangé là, et vous pouvez aussi avoir accès au support de présentation en écrivant à l'adresse contact@abjets.com. Donc je mets ce lien dans le chat. Vous pourrez avoir accès au support de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et je les prendrai au fil de l'eau, et Fabienne et moi, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et merci David, je suis ravie je vois qu'on a déjà été effectivement ensemble sur la CRA3. On a eu un webinaire il y a quelques jours sur la CRA3 avec Henri Jacob, ça fait partie de nos sujets de prédilection. Donc Fabienne, on va commencer, et j'ai envie de dire que déjà même le titre du webinaire intrigue. Pourquoi avons-nous besoin de faire une stratégie au niveau du reporting et de la publication ESG? Pourquoi on parle de stratégie?
Au fait, puisque la stratégie, aujourd'hui, il faut savoir que les données ESG en termes de complexité déjà d'accès à la donnée, donc aux données disponibles, en termes d'intégration des données, d'interprétation des données, la stratégie aujourd'hui vise vraiment à se concentrer. Aujourd'hui, par rapport aux exigences du pilier 2, qui est demandé à la banque de pouvoir avoir tous les dispositifs en interne qui vont leur permettre aujourd'hui de gérer les types de risques auxquels les activités bancaires sont soumises. Et ben aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment quelles sont aujourd'hui les stratégies que les banques peuvent développer lorsqu'on parle de données ESG et principalement comment ces données, ces reporting drive aujourd'hui les processus de prise de décision, des prises de risque de la banque. Donc, il faut savoir qu'au-delà de la contrainte réglementaire, on est bien ici, j'aimerais bien poser le cadre, on se positionne bien ici dans un postulat de gestion de risque. On a bien vu dans nos précédents webinaires à quel point aujourd'hui les facteurs extra-financiers vont venir apporter une couche supplémentaire de contraintes par rapport aux autres risques financiers, crédit, marché, réputation, opérationnel. Et aujourd'hui, donc, il faut une stratégie qui va pouvoir, tel qu'aujourd'hui il est fait pour les données relatives par exemple au risque de crédit, qui doit pouvoir être mis en jeu dans la banque pour que, au-delà de l'exercice du reporting, qu'il y ait une vraie prise de décision qui peuvent être prises par les différents acteurs dans la banque, que ce soit au niveau des politiques d'octroi des crédits, que ce soit au niveau des comités d'investissement concernant ces données ESG. Et cela, forcément, ne se fait pas avec une baguette magique, mais il faudrait aujourd'hui pouvoir préparer, anticiper et surtout comprendre les impacts et les enjeux derrière ces données lesquelles qui sont pertinentes pour la banque et pour piloter son portefeuille d'investissement. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière cette notion de stratégie? En quoi consiste-t-elle exactement? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de stratégie, on est par exemple là dans une première année où il y a tous les rapports aujourd'hui dans le niveau des banques qui ont intégré aujourd'hui le rapport de durabilité en fonction de la CSRD. Eh ben, la stratégie aujourd'hui de pouvoir se dire, si je me compare aux acteurs du secteur, quelles sont aujourd'hui les données qui ont été remontées par mes pairs? Comment ces données aujourd'hui s'alignent aux exigences qui avaient été attendues? En quoi aujourd'hui ces données peuvent informer les parties prenantes de la banque, puisqu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on le publie, c'est pour que les parties prenantes, les investisseurs, la société civile, les ONG, les clients puissent avoir connaissance de la gestion de la banque par rapport à ces facteurs de risque extra-financier. Donc aujourd'hui, c'est dans tous ces optiques de pouvoir comprendre la transparence, la matérialité des données qui ont été reportées et aussi comment on va pouvoir harmoniser des pratiques pour pouvoir mettre en confiance les parties prenantes, puisque qu'est-ce qu'aujourd'hui il va se faire? Les personnes vont regarder ces rapports de durabilité au sein qui ont été publiés par les différentes banques et ils vont pouvoir les comparer et puis pouvoir savoir si on a les mêmes données et surtout quelles sont aujourd'hui les approches qui ont été par exemple mises en œuvre par les différentes banques pour pouvoir faciliter leur conformité aux exigences qui étaient attendues de la CSRD en termes de transparence et de communication. L'idée forcément au-delà, bien sûr, ici la conformité réglementaire est la base puisqu'on parle déjà d'une attente réglementaire, mais aussi de pouvoir crédibiliser les engagements qui ont été pris dans la banque pour éviter vraiment tout aujourd'hui de risque de greenwashing, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir plus de visibilité, plus de compréhension sur la gestion de ces facteurs extra-financiers, comment aujourd'hui ces facteurs ESG sont pris en considération dans la banque, dans leur politique d'investissement, d'octroi des crédits, en termes de prise de risque, en termes de risque averse aussi, et comment aujourd'hui la banque se positionne comme étant un acteur aujourd'hui responsable et compétitif sur le marché bancaire. Donc aujourd'hui, on est passé via un benchmarking pour pouvoir analyser ces premières publications et pouvoir comparer les reportings qui ont été faits par différentes banques.
Alors effectivement, ici, Fabienne prend l'axe du benchmarking comme un point clé de la stratégie. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas le seul axe qu'il faut prendre en compte quand on va devoir bâtir cette stratégie ESG, puisqu'il faut aussi être dans une logique de transversalité. Parce que le pire, en fait, ce serait d'être dans des silos en disant il y a l'équipe qui fait la CSRD, l'équipe qui fait le pilier 3, l'équipe qui fait le TCFD, parce qu'en fait, il y a beaucoup de redondance, en fait, entre les différentes templates et les différentes attentes des reporting. Et donc, il faut aussi stratégiser en termes de efficacité. Comment faire en sorte que, par exemple, la gouvernance qui est demandée quasiment dans tous les reporting soit faite une bonne fois pour toutes et après dupliquée au besoin, ou la stratégie ou le plan de transition. Quasiment tous les reporting, d'une manière ou d'une autre, nous parlent de plan de transition. Donc, la stratégie est multiple, mais effectivement, l'axe qui est pris ici par Fabienne, qui est tout à fait pertinent, est l'axe du benchmarking pour pouvoir justement se comparer aux autres banques qui publient, qui sont assujetties aux mêmes règles et comme ça nous se conforter ou pas vis-à-vis de nos pratiques. Alors finalement, Fabienne, en quoi consiste ce benchmarking? Comment on va le mettre en œuvre? Est-ce que c'est une approche qui est systématique, qu'on peut finalement suivre quel que soit le reporting, ou c'est quelque chose qui est spécifique à la CSRD? Oui, hein. En fait, aujourd'hui, l'idée, donc lorsqu'on parle vraiment de la comparabilité de l'accès à l'information, c'est de se dire quelles sont les attentes en termes de narratif ESG, quelles sont les attentes aujourd'hui de réglementaires et des parties prenantes. Donc, ça veut dire quelles sont les informations qu'aujourd'hui les parties prenantes, tout type, attendent lorsqu'elles vont pouvoir lire ces narratifs ESG au niveau de la banque. Et alors, aujourd'hui, on va peut-être on a pris peut-être le risque climatique, mais demain, peu importe sur le sujet, que ce soit du niveau de l'environnement, du social, de la gouvernance, j'aurai une cible qui aura une problématique, puisqu'on parle vraiment ici des problématiques de durabilité. Et l'idée, ça serait de voir au travers des différents reportings comment cela a été communiqué par la banque. Donc, et aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les informations, la compréhension que les parties prenantes, que les régulateurs, que les investisseurs, que la société civile pourraient en tirer par rapport à ça. Par la suite, il y a donc toute la partie de pourquoi on collecte la donnée. Donc ça, c'est vraiment important, on insiste. Et ça, c'est là vraiment où on peut dupliquer la méthodologie à différentes thématiques, puisqu'à un moment, on va pouvoir se positionner sur quelle est aujourd'hui l'information recherchée sur une problématique. Et donc là, on va déjà le définir en amont. Donc ça veut dire qu'avant de pouvoir collecter, on va déjà pouvoir définir les besoins. Par la suite, on va collecter, on va structurer les données, on va chercher les cibles, où est-ce que éventuellement, dans quel type de rapport on va pouvoir recueillir l'information. Ça peut être au niveau de ISRS, ça peut être au niveau de SFDR, ça peut être au niveau de pilier 3, ça peut être au niveau de URD. Mais ça veut dire que là, je veux pouvoir définir ma cible par rapport à une problématique. Et une fois que cela va être fait, ben forcément, il faudra aller capter les informations. Donc là, ça revient vraiment aussi un peu à la philosophie du chasseur, puisque quelque part, il me faut poser les bonnes questions pour aller récolter la bonne information. Et à ce moment-là, comment aujourd'hui je peux avoir, au travers de différents standards ou différentes attentes ou de recommandations du réglementaire, ce qui est attendu pour qu'au moment où je vais commencer à traiter ces informations, alors on peut le faire manuellement ou on peut le faire via, puisqu'aujourd'hui l'IA aujourd'hui aide beaucoup particulièrement à cela. Comment je veux pouvoir extraire, traiter ces informations et par la suite les scorer, puisqu'à un moment il faudra d'abord analyser la qualité de l'information. Par la suite, par rapport à ces attentes qui pouvaient être d'un standard ESG comme le GRI standard, comme la CSRD, comme la TCFD, comme les recommandations de la BCE, je veux pouvoir venir à ce moment-là placer un scoring sur ce qui était attendu comme information que je pouvais recevoir et finalement, c'est que la banque a publié, les liaisons qu'il peut avoir aussi entre les différents rapports et puis par la suite, on finit toujours le benchmarking en se disant en fait, qu'est-ce qui a été fait
jusque-là. Et puis, si on est dans une optique d'amélioration, en fait, parce qu'aujourd'hui, on peut pas tout faire, forcément, donc il n'y a pas toutes les informations qui ont été mises, mais aujourd'hui, en termes de transparence, quelles seraient par rapport aux premières informations qui ont été publiées, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, en termes de recommandations, être fait pour pouvoir continuer d'améliorer les reporting et d'améliorer là aussi la transparence telle qu'il a attendu par les différentes parties prenantes. Et donc ça, ce schéma classique peut être rejoué aujourd'hui, que je parle du risque climatique, que je parle du risque de la biodiversité, que je parle aujourd'hui en termes des attentes de consommateurs. C'est vraiment bien définir ma problématique, les attentes, les standards, comment déjà ces problématiques doivent être gérées. Et puis par la suite, comment aujourd'hui je recueille les informations qui m'ont été fournies dans les rapports sur la gestion et l'analyse de ces problématiques-là. Alors effectivement, c'est très clair la logique structurée en 4 phases, mais tout de suite la première phase déjà peut nous bloquer parce que finalement on sait très bien que cette étape-là de collecte et de structuration des données, c'est déjà un vrai défi. Actuellement, on est dans une vraie complexité au niveau de la collecte des données. Quelles sont tes recommandations par rapport à cette étape-là? Alors, déjà par rapport à, c'est vrai que les données peuvent être complexes. Il peut avoir de la partie qualitative, il peut avoir de la donnée quantitative. Il peut avoir que les informations ne vont pas être présentées au même moment, aux mêmes sections, pas de la même façon. Mais vraiment, c'est ça que j'insiste, c'est vraiment c'est comme un exercice d'audit où il faut, comme une due diligence, il faut se poser les bonnes questions. Et généralement, lorsque j'interviens sur cette thématique, j'interviens toujours sur le dictionnaire des données ESG. Parce que si je parle aujourd'hui d'une thématique de la gestion d'eau, quelles sont aujourd'hui les choses qui caractérisent une bonne gestion d'eau? Donc, je peux avoir différentes problématiques, qui peut être l'accès à l'eau, qui peut être aujourd'hui la pollution, qui peut être avoir aujourd'hui l'eau au niveau de on dit water scarcity, donc au niveau des problématiques d'accès, problématiques d'usage, problématiques de recyclage d'eau. Donc, vous voyez, je veux, par les questions, me poser les bonnes questions déjà autour de la gestion de la problématique de la gestion d'eau. Et puis par la suite, je vais aller voir les standards. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment, avant même d'aller lire les rapports, bien savoir, bien travailler en amont sur qu'est-ce que je recherche. Donc, si je reste sur la problématique de l'eau, je peux aller voir le GRI standard, je peux aller voir le SASB, je peux avoir les ISRS, FRAG, je peux aller voir les recommandations, par exemple, si on parle du risque climatique, je ne vais pas entrer sur le risque climatique puisque c'est l'enjeu d'une simulation qu'on a fait, mais je vais aller voir des standards de bonne pratique sur cette gestion-là. Eh ben, ce sont ces critères de bonne gestion qu'aujourd'hui, qui va driver les recherches. Et donc, ça veut dire, je ne vais pas tout en guerre pour collecter, prendre tout, être gourmande et friande des informations qui m'est données, mais plutôt, je vais avoir une démarche proactive où déjà, j'ai conscience de les enjeux. C'est très important, et c'est comme ça, je parle beaucoup du rationnel. C'est important, le rationnel, la problématique au niveau d'un secteur, puisque quelque part, une problématique ne sera pas les mêmes d'un secteur à un autre. Quels sont aujourd'hui, comme je dis, les composants de la thématique? Est-ce que je suis en termes de une problématique, comme j'ai dit, de la pollution d'eau? Est-ce que je suis dans une problématique d'usage d'eau par rapport à l'activité? Quelles sont les bonnes pratiques qui sont préconisées dans les différents standards ESG? Et dès que j'ai ma vision, et c'est pour ça que je parle d'un dictionnaire ESG, une fois que j'ai ce dictionnaire de bonnes pratiques de ma donnée, alors je peux commencer la collecte, puisque du coup, pour commencer la collecte, je sais précisément, au fait, les éléments que je vais aller chercher en termes d'exposition, en termes de management, en termes de risque résiduel. Et quand tu parles effectivement de cartographie des données et de dictionnaire de la donnée, on retrouve un peu le vocabulaire du BCBS 239, qui est vraiment le dispositif de data quality en banque, puisque finalement c'est ça dans les recommandations du BCBS 239 de faire cette cartographie des données critiques là sur lesquelles on va travailler et d'avoir un dictionnaire de la donnée et même une gouvernance de la donnée avec l'ownership pour définir le rôle et responsabilité de tout le monde dans les données. Et ça veut dire finalement que
les bonnes pratiques qu'on nous demande de déployer sur la data quality, sur les données financières et risques, il faut l'étendre en fait aux données ESG. Elles sont aussi critiques, sinon plus que les données financières, on avait vu déjà dans d'autres webinaires qu'il y avait une cascade, une transmission des risques ESG sur les risques financiers classiques. Donc c'est important que on élargisse finalement le périmètre de la qualité des données pour avoir ces sujets de données ESG. Et en plus aussi, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette question-là de comment on récupère la donnée, comment on la travaille, etc. On a eu un webinaire l'année dernière, en octobre dernier, avec mon collègue Yannick Lucotte, où on a effectivement déployé les différentes approches pour avoir accès aux données ESG. Et donc, je vous invite à aller sur le replay de ce webinaire qui est sur YouTube notamment, et vous pourrez avoir encore plus de détails là-dessus. Mais il faut bien comprendre que la donnée ESG mérite d'avoir au moins ce même niveau de qualité que les données financières qu'on manipule habituellement. Est-ce qu'on est bien d'accord, Fabienne? Oui, et si je dois rajouter, et donc c'est vrai que le premier point, et tu as bien raison, parce qu'on est au niveau de la partie de la BS 239, avec tout ce qui est le terme de stratégie et de gestion de données, et il faut surtout pas oublier que c'est la prise de décision. Parce que demain, lorsque je veux chercher, je veux collecter une donnée, je dois pouvoir avoir une visibilité claire sur quel sera l'usage de la donnée et quelle sera l'interprétation. Donc, tout justement, dans ce cadre de gouvernance qui va être fait de stratégie de la donnée, dans mon dictionnaire de données, je dois partir des référentiels, donc du rationnel qui va pouvoir expliquer la donnée, qui va pouvoir expliquer le contexte au niveau sectoriel, qui va pouvoir expliquer les différentes problématiques et sous-jacents, qui va pouvoir expliquer les indicateurs, mais surtout l'interprétation. Je dois pouvoir interpréter les seuils. Donc aujourd'hui, c'est un peu là où la SFDR s'est un peu stoppée, c'est qu'à un moment, on a collecté des indicateurs, on a collecté des PAI, mais en termes d'interprétation de comment ces indicateurs ont clairement été intégrés, par exemple, au niveau de comité des investissements en termes de politique de crédit. Aujourd'hui, il y a encore du travail à pouvoir faire. Donc oui, avoir de la donnée, c'est bien, mais pouvoir prouver le processus de prise de décision au travers peut-être un système de go, no go et un système de rating par rapport à l'exposition ou bien à la version du risque, c'est vraiment là le véritable enjeu de pourquoi on collecte de la donnée ESG. Sinon, c'est de la donnée qui est collectée, ça fait joli, ça fait des gros rapports, mais ça aide très peu en termes de prise de décision. Et ça, c'est complètement l'esprit du VCBS 239. Hein. Et effectivement, dans une autre phase aussi importante là qui apparaît dans la méthodologie, c'est cette étape d'analyse comparative et de scoring. Et là, effectivement, on se pose la question. Ça semble vraiment le cœur de la démarche en fait que tu nous présentes aujourd'hui. On se dit mais comment et où trouver les bonnes questions, les bons critères de score, les bonnes questions à se poser. Finalement, comment on est sûr qu'on a bien, on est dans le bon ton en fait. Comment on fait pour bâtir ce score? D'accord. Et j'ai parlé, par rapport pour bâtir le score, j'ai d'abord parlé aussi des bonnes pratiques de gestion. Parce que typiquement, aujourd'hui, on va prendre, alors je veux prendre au niveau de, c'est vrai qu'il y a certaines problématiques qui sont plus mises en avant. Donc, où, par exemple, je vais avoir des recommandations au niveau de la BCE, je vais avoir des recommandations au niveau des régulateurs qui vont donner des pistes sur réellement qu'est-ce qui est attendu en termes de bonne gestion. Par la suite, il va, par exemple, aussi, je parlais des recommandations de la TCFD qui vont, par exemple, donner des recommandations au niveau de certaines des problématiques sur les changements climatiques. Eh ben, c'est vraiment là, puisqu'aujourd'hui, on est dans un tout nouvel exercice, on est dans les tout nouveaux rapports CSRD qui est le premier exercice et qui va forcément, les choses vont encore évoluer par rapport au projet Omnibus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le critère de la gestion de risque qu'il faut pouvoir mettre en lieu lorsqu'on parle de scoring. Parce que ça veut dire qu'à un moment, je vais avoir de l'information. Est-ce que je sais évaluer l'exposition?
comment évaluer, la première question que je peux me poser, comment je veux évaluer l'exposition à telle problématique. Et là, si je suis dans la biodiversité, si je suis dans la gestion des déchets, si je suis dans l'économie circulaire, si je suis dans le carbone émission, si je suis en termes de physique à risque. Mais oui, en fait, je dois c'est vraiment sa ligne aujourd'hui, Evelyne, un peu à tout ce que l'ISO a toujours clamé depuis des années. Hein. C'est déjà l'exposition. La première chose, il faut que je comprenne mon exposition à mon risque. Par la suite, c'est la première question que je me pose. Quel est le niveau aujourd'hui de l'exposition? Quel est le niveau de l'impact? Donc, si je suis à un niveau d'exposition, de niveau d'impact, si moi-même je suis responsable de la problématique, quel est le niveau d'impact? Quels sont aujourd'hui les critères de bonne gestion qui devraient être mis en œuvre? Quels sont aujourd'hui les critères, donc la gestion? Et après, les targets. Alors, les targets aujourd'hui, c'est assez ouvert puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas des critères fixes déterminés ou c'est chaque entreprise qui vont faire leur projection. Mais au moins, en termes de bonne gestion, en termes de bonne gouvernance, qu'est-ce que je veux déjà avoir? Et ce sont ces deux éléments aujourd'hui, donc on le verra un peu plus tard, l'exposition, l'impact et la gestion, qui vont venir faire les qualités de comment on va challenger l'information qui est fournie et de se dire, en lisant cette information, donc si je prends telle problématique, tel reporting, est-ce qu'en lisant cette information, est-ce que j'ai compris l'exposition de l'entreprise par rapport à cette problématique? Est-ce que j'ai compris la gestion? Est-ce que j'ai compris aujourd'hui les trajectoires qui ont été mises aujourd'hui pour pouvoir améliorer la situation? Eh bien, l'information va être évoluée. C'est un peu aujourd'hui la même méthodologie qui est un peu appliquée par les notations externes, mais c'est qu'aujourd'hui, les notations internes, ils ont leur méthodologie. Et aujourd'hui, c'est lorsqu'on a bâti un scoring pour pouvoir évaluer la qualité de l'information, je dois, moi, en tant que lecteur, pouvoir me donner comme un horizon sur où est-ce qu'aujourd'hui je veux atteindre, quel est le type d'information que je veux atteindre et où est-ce que j'aurai besoin aujourd'hui pour ma prise de décision, puisque c'est vraiment ça, et quelle est aujourd'hui l'information que j'ai à ma disposition. Et là, il y a un sacré gap. Est-ce qu'il existe des grilles d'analyse un peu toutes faites ou des guides ou des référentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour faire le score? C'est-à-dire que la question ici, c'est vraiment de dire, si je dois mettre en place ce scoring, comment je m'y prends? Je pars d'où? Qui le fait? Comment on peut accompagner ça? Voilà. Alors, par rapport aux problématiques, on peut s'appuyer déjà sur différents standards. Parce qu'on parle bien des problématiques ESG et donc chaque problématique va arriver avec ses enjeux et ses besoins de management. Donc déjà, en partant à la problématique et parfois aux pratiques même sectorielles par rapport à cette problématique, aujourd'hui, malheureusement, c'est une démarche qu'il faut beaucoup co-construire puisqu'aujourd'hui, on est sur la place publique, il y a très peu de guides. Je suppose que ça va arriver dans les futurs. Mais par exemple, de se dire sur telle problématique, je peux aller regarder le GRI, je peux aller regarder le standard, le SASB, je peux regarder l'ISRS. Donc déjà en termes de recommandations réglementaires, en termes de recommandations des standards internationaux qui sont impliqués sur ces différents standards ESG qui ont déjà fait plusieurs années, quels sont les éléments que je peux récolter aujourd'hui pour devenir créer ma grille d'évaluation. Donc, vraiment, il faut éviter de partir d'une feuille blanche, mais il faut vraiment s'appuyer et donc faire des recherches par thématique, parce que vraiment, chaque thématique va venir avec sa grille d'évaluation, puisque je suis dans une problématique bien définie. Donc, ce sera cette thématique-là, j'aurai une fiche d'évaluation pour cette thématique-là. Et c'est sur base de cette grille que je veux co-construire en faisant ce benchmarking des secteurs ou des réglementations des régulateurs qui va me donner la confidence nécessaire pour moi aller aujourd'hui challenger l'information qui m'a été mise sur la table. Après, effectivement, il y a cette question aussi de qui va le faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, au niveau des guides, en plus de tous les points qu'a mentionné Fabienne, il y a aussi quand même le guide BCE sur les reporting ESG de 2020, qui est quand même aussi une guideline
relativement large qui permet de savoir un peu ce qu'attend le superviseur. À cela s'ajoute par exemple le rapport aussi très intéressant de la BCE d'avril 2023 où elle faisait un peu une analyse critique en fait c'était un exercice de benchmarking en fait des reporting de TCFD et pilier 3 que les banques avaient publié, et donc elle donnait un peu les do et don't, c'est-à-dire qu'elle relevait toutes les mauvaises pratiques qui avaient été faites, mais aussi quelques bonnes pratiques qu'elle recommandait pour la suite. Donc aussi s'inspirer des travaux de la BCE, que ce soit en termes de guide ou en termes de rapport, c'est quelque chose qui est important. Mais un point qui est aussi important à avoir en tête, c'est le fait de dire qu'il faut remettre de la gouvernance dans tout ça, parce que clairement, ce ne sont pas aux équipes qui produisent le reporting réellement de créer le score. Il faudrait qu'on ait une forme d'équipe norme ESG dans la banque, comme on a les équipes normes de crédit ou de marché, qui vont vraiment travailler en profondeur, en croisant tous les tests dont parlait Fabienne, pour construire cette grille de score. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait un peu entre guillemets comme une série sur le gâteau quand on a le temps. C'est vraiment au cœur de la démarche de vraiment construire une guide méthodologique sur comment j'évalue mes critères et comment je bâtis ce score-là. Et ça fait partie des travaux normalement qu'une équipe norme qui est au sein notamment d'une équipe risque ESG pourrait avoir à faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment remettre de la gouvernance dans cette démarche-là. Effectivement, et aussi comme même pour exemple, je peux prendre l'exemple tel qui est préconisé aujourd'hui pour les provisions du risque de crédit. Par exemple, on va avoir le changement en termes de bucket, lorsque vous passez bucket 1, bucket 2, bucket 3, provision 1, provision 2, provision 3, ça sera à dire d'expert. Donc, au fait, il doit aujourd'hui avoir, et c'est très important, cette expertise aujourd'hui au sein des équipes, parce que très souvent, ce sont les équipes qui font multitâches, qui font beaucoup de reporting, alors que lorsqu'on parle de grille d'évaluation, il y a une vraie expertise qu'il faut avoir déjà. Vous voyez, ce sont des grilles thématiques, et donc il faut avoir une réelle expertise pour pouvoir la concevoir et surtout poser les bonnes questions, parce qu'au final, c'est toutes ces questions qui vont aller comprendre aussi le processus d'intégration, que ce soit au niveau des politiques d'octroi de crédit, que ce soit en termes de politique d'investissement, puisqu'au final, ce sont ces informations qui vont être mises sur la table pour pouvoir évaluer les risques et pouvoir prendre la décision qui va avec. Donc, du coup, il y a vraiment ce travail en amont, vraiment, on insiste à travailler dessus par, comme on a dit, des équipes normes, par des équipes expertes expertes en gestion de risques ESG, pour tout justement anticiper en amont le travail des équipes de reporting qui seront peut-être, eux, chargés de la collecte, quoi. Et donc, ça revient à la gouvernance, à la stratégie, au dictionnaire de données et à la piste d'audit. Alors effectivement, là, pour l'instant, au niveau du chat, il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on sera bien entendu ravis, Fabienne et moi, de vous répondre. Fabienne, finalement, tu nous proposes un cas pratique, parce que là, effectivement, tu nous as expliqué la méthodologie. Je crois qu'on a bien compris ce dont il retourne. Maintenant, tu nous proposes un cas pratique où on va analyser les publications de 4 grandes banques qui sur le risque physique. On a pris le risque physique parce que pour le cas de notre exercice, on a à peine 1 heure de webinaire, donc on peut pas couvrir tous les axes du risque ESG, donc on s'est concentré sur le risque physique. Il faut voir qu'on a bien pris des données anonymes, et l'idée ici, c'est que vraiment il faut vous projeter dans l'idée que les comparaisons qu'on va faire sont représentatives de toutes les banques finalement qui sont en charge de publier des rapports sur la durabilité. Donc le but ici, c'est plutôt de tirer les leçons de l'analyse qu'a faite Fabienne pour pouvoir vraiment avoir des recommandations sur comment améliorer nos pratiques de reporting. Alors Fabienne, est-ce que tu peux nous présenter la méthodologie de ton analyse de benchmarking pour ton cas? Voilà. En fait, nous avons donc repris le document d'enregistrement universel de 4 banques qui venait d'être publié en fonction, en intégrant forcément aujourd'hui la réglementation de la CSRD.
et nous sommes allés chercher toutes les informations relatives qu'on était supposé pouvoir avoir pour l'ISRS E9 sur le risque climatique. Et vraiment, c'était l'indicateur sur les assets qui sont exposés au risque physique matériel et qui étaient pouvoir cartographier, comme j'ai dit dans la méthodologie, l'exposition des banques par rapport à ça, et donc pouvoir identifier un peu comment les différentes banques ont publié ces informations par rapport à qu'est-ce qui aurait pu être attendu et qu'est-ce qu'on a reçu. Et puis on a évalué les différentes informations avec que nous avons pu collecter au niveau des banques, et nous avons eu un peu une version sectorielle des comment aujourd'hui les 4 banques avaient présenté les informations par rapport à l'exposition de leurs assets au risque physique climatique. Alors, ce qu'on va voir, c'est que dans ce benchmarking, tu as défini plusieurs questions, dont la première est l'identification des actifs qui sont exposés à des risques physiques matériels avant toute mesure d'atténuation. Pourrais-tu nous donner plus de détails sur cette démarche, sur cette question et les résultats, en fait, de ton benchmark? Très bien. Donc, en fait, aujourd'hui, il fallait, dans le rapport, pouvoir évaluer, l'objectif de la question était de pouvoir évaluer la capacité des banques à cartographier et à structurer leur exposition climatique. Eh ben, par rapport à, on s'est basé là pour faire cet exercice à une recommandation de la BCE où on s'attendait à voir les expositions de la banque au travers aux différents types d'aléas climatiques en fonction des régions, en fonction des secteurs, et cela, c'était forcément des expositions brutes. Donc là, on ne cherchait pas les mesures d'adaptation, on se limitait juste à comprendre l'exposition et les informations qui étaient attendues. Donc là, on vous a montré un peu un exemple. Donc, il faudrait avoir une cartographie géographique où on pouvait avoir une ventilation par type d'aléa au niveau de secteur, comprendre la vulnérabilité, puisque les secteurs ne sont pas, la vulnérabilité, même face à un aléa climatique, ne sont pas les mêmes d'un secteur à d'un autre. Et puis, avoir un minimum d'informations, par exemple, pour savoir pourquoi ce secteur, face à tel type d'aléa, était beaucoup plus exposé qu'un autre, et puis quelles étaient les problématiques qui pouvaient en résulter par rapport à cela, en fait. Donc, on a, par exemple, vu sur l'énergie, ça pouvait être, par exemple, des raffineries qui pouvaient être exposées. On a vu, par exemple, avec des tempêtes, la destruction des cultures pour le secteur agricole. On a vu la dépendance en termes de stress hydrique. On a vu, par exemple, les perturbations des réseaux, des infrastructures par rapport aux inondations. Donc, bref, c'était un peu le genre d'informations qu'on s'entendait avoir pour déjà comprendre l'exposition des actifs de la banque par rapport à ces aléas, par rapport au niveau de vulnérabilité et par rapport aux régions qui étaient plus ou moins exposées ou pas. Voilà. Et le suspense alors pour les résultats? Alors, pour les résultats, le système, les résultats parlent un peu des mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur la géolocalisation des expositions de risque. Donc, typiquement, on ne sait pas aujourd'hui dans un portefeuille où ce qui est aujourd'hui, si on prend la France, quelles sont aujourd'hui les régions qui sont le plus touchées ou les expositions des banques qui sont plus touchées aux différents types d'aléas, que ce soit aux inondations, au stress hydrique, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé aussi les ventilations, donc ni aujourd'hui les démarches structurées vraiment qui pouvaient venir. On a trouvé quelques informations au niveau du pilier 3, forcément, mais un peu au niveau des matrices aussi sur le risque physique, mais en termes de zone d'à risque, des vulnérabilités, là, on n'a pas eu plus d'informations que ça. Donc, typiquement, aujourd'hui, il a été difficile à la fin de ce rapport de se dire, oui, je comprends que telle banque aujourd'hui, leur portefeuille est exposé à tel type d'aléa, que tel secteur est plus exposé qu'un autre, et on voici les raisons, voilà. Ça, on voit finalement par rapport aux résultats de cette première question, du benchmark de cette première question, que nous banquiers, nous avons encore une certaine marge de progression, on va le dire comme ça, pour atteindre la cible. Quelles seront tes recommandations par rapport à ce point-là?
Alors, les recommandations aujourd'hui, donc, c'est vraiment en termes de granularité. Alors, c'est qu'il y a manqué, hein, c'est en termes de granularité. Alors, très vite, souvent, on démarre les reporting au niveau des templates, qui est à la fin. Mais en termes de lecteurs, on a vu qu'aujourd'hui, par exemple, des templates du pilier 3 sont quasi aujourd'hui illisibles et incompréhensibles pour les non-initiés. Donc, l'importance de pouvoir publier des informations avec des indicateurs précis, des graphiques, qui vont pouvoir aujourd'hui permettre à un lecteur de quantifier de façon très simple les actifs qui sont exposés au risque. Donc, ça peut montrer des indicateurs chiffrés, hein, les pourcentages de portefeuille par rapport à exposés par rapport à différents risques climatiques, d'accord, de mettre en place aussi une classification par type d'actifs, par exemple le genre d'actifs sous-jacents qui peuvent être exposés, si on parle des infrastructures, si on parle des maisons d'habitation, si on parle aujourd'hui d'outils de production. Donc, toutes ces informations qui auraient pu aujourd'hui aider le lecteur vraiment à comprendre le type d'aléas, le type d'actifs sous-jacents qui sont exposés, à quel niveau de vulnérabilité et quel est l'impact surtout, hein, si on a différents scénarios, qu'on puisse aujourd'hui comprendre les projections à court et à moyen terme et de se dire, au fait, avec le réchauffement climatique, comment les situations aujourd'hui cette exposition va évoluer au fur et à mesure. Et donc là, on est vraiment dans une compréhension de l'exposition juste des portefeuilles bancaires par rapport à ce type d'aléas, par rapport à la vulnérabilité des actifs sous-jacents. Donc là, c'est une recommandation qu'on peut donner à ce niveau. On a aussi, donc peut-être à la slide suivante. Oui, on a vraiment ce niveau au fait, lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment une recommandation de la BCE, hein, qu'il faut savoir aujourd'hui, lorsqu'on parle du risque physique, on doit se positionner vers une analyse complète de risque par région, par secteur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis dans un risque climatique physique, c'est propre lié à la caractéristique de la région. Si je suis dans une région côtière, si je suis dans une cuvette, quelque part déjà les données géolocalisées, hein, qui permet aujourd'hui par exemple de localiser les actifs par rapport à leur exposition, les vulnérabilités, donc les dommages aujourd'hui qui vont pouvoir être avec l'impact financier potentiel. Et cette couche d'exposition va pouvoir être faite aussi par rapport, puisque forcément, si telle région est plus touchante en termes d'inondation, quels seront les secteurs, les types d'activités qui seront le plus touchés. Et donc, du coup, au moment où on arrive, par exemple, au pilier 3, en disant, j'ai tel actif qui est tel exposé au risque physique, mis à part ces templates, aujourd'hui, le lecteur en amont n'a pas eu ces informations qui a montré au lecteur comment aujourd'hui les banques ont construit, par exemple, les expositions qui ont été remplies au niveau du template du pilier 3, quoi. Donc, c'est vraiment important dans la méthodologie que, bien sûr, les canevas sont imposés par les régulateurs, mais en termes aujourd'hui de transparence, aujourd'hui, les lecteurs veulent pouvoir retracer ces méthodologies et ce niveau de granularité. D'ailleurs, c'est pour ça que la recommandation a été faite par la BCE pour comprendre comment on est arrivé à co-construire ce résultat un peu final qui nous est montré à un niveau trop macro au niveau du pilier 3, mais avec quelques graphiques aujourd'hui, on aurait pu montrer comment cela a été construit et donner cette visibilité qui était attendue au niveau par le régulateur et pour la transparence pour les informations avec les parties prenantes. Une deuxième question importante dans ta simulation a été de savoir si la banque publie une quantification précise des actifs exposés avant adaptation. Pareil, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement la démarche et les résultats du benchmark? Oui, puisqu'à un moment, il faudra voir que forcément, au niveau aujourd'hui des aléas,
ce qui est important vraiment à voir, puisque quelque part, lorsqu'on parle de non-performing loan, par exemple, on veut savoir, au fait, aujourd'hui, dans le portefeuille risque, par exemple, risque de crédit, par exemple, de la banque, quels seront aujourd'hui les secteurs qui vont être la part du portefeuille, alors investissement, crédit, qui vont être affectés par rapport à ces problématiques. Et donc là, aujourd'hui, c'était une ventilation des expositions par aléa, bien sûr, par secteur d'activité, puisqu'au final, ce genre de tableau aurait permis, par exemple, de conclure, dans le Nord, par exemple, pour tel secteur, quel est aujourd'hui l'aléa climatique qui met à mal, qui peut mettre à mal aujourd'hui l'activité économique dans le Nord, dans le Sud, dans l'Est, et avec ce genre d'informations, comparer, au fait, tout justement, l'exposition des banques par rapport à ça. Donc, c'était un peu ce genre d'informations qui était attendu et les résultats pour les résultats. Alors les résultats, là, forcément, une partie, les montants sont donnés par secteur activité au niveau du pilier 3, sans plus de ventilation, sans information préalable sur les ventilations, ni sur les ventilations géographiques. Donc là encore, Evelyne, nous sommes restés sur notre fin. Et donc là, effectivement, je vois qu'on est encore loin de la cible. Hein. Alors, quelles sont tes recommandations par rapport à cette question de transparence sur les quantifications? D'accord. Alors, en amont, aujourd'hui, vraiment, on a évoqué ça longtemps. C'est vraiment cette construction de la piste d'audit. Certes, il est vrai qu'aujourd'hui, les données sont manquantes et aujourd'hui, on verra tous les enjeux, mais il est capital pour une banque aujourd'hui de pouvoir, c'est encore une fois la nature de l'information que la banque a définie dans sa stratégie de données ESG de pouvoir collecter. Parce que typiquement aujourd'hui, il y a les informations, en tout cas, qui sont connues au travers peut-être de certains risque assurantiel qui est importante pour une banque de recevoir pour pouvoir comprendre les pertes potentielles, par exemple, qui ont eu lieu sur les différents secteurs à la suite de différents événements climatiques. Et puis, par la suite, faire des extrapolations, faire les stress tests pour pouvoir les faire jouer sur différentes analyses, en fait. Et donc, on arriverait plus précisément après, par rapport à la collecte de ces pertes potentielles, de pouvoir tout justement comprendre par rapport au secteur d'activité et de comprendre comment aujourd'hui mon portefeuille pourra être exposé aux différents climatiques et à quelle hauteur. Et après, tout justement, ce sont ces scénarios climatiques, pareil pour les stress tests, qui vont pouvoir aujourd'hui de se dire, si dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations, mais au moins, si on collecte l'information nécessaire au niveau des pertes potentielles à la suite de certaines problématiques climatiques, les pertes qui ont eu sur certains secteurs d'activité, entre autres aussi, par exemple, à la suite aussi lorsqu'on rapproche les données avec les non-performing loans, par exemple, des difficultés qui ont eu à la suite de certains événements climatiques, on va se préparer tout un vivier d'informations qui va permettre à la banque de pouvoir faire ses projections et aujourd'hui de pouvoir, tout justement, définir un peu une vision en sachant qu'en disant, sur telle problématique, à la suite de tel aléa, il y a eu tel secteur qui a été beaucoup plus impacté que l'autre. Voici les pertes qui ont eu. Et cette notion de perte va permettre aujourd'hui d'extrapoler dans le futur et de suivre, d'alimenter ce vivier en alimentant l'information au fur et à mesure qu'on aura des aléas climatiques qui vont pouvoir arriver, pouvoir continuer à alimenter ce genre de réflexion. Mais déjà, tout cela va commencer déjà par la structure de la donnée du risque physique qu'on a défini en amont de pouvoir collecter. La troisième question était de savoir si la banque utilise une méthodologie robuste inclut des scénarios critiques et des scénarios climatiques. Pareil, est-ce qu'on peut aussi avoir une description de la question et les résultats? Oui, là, pareillement, parce qu'à un moment, tout justement, lorsqu'un peu j'ai dit à la première question, c'est qu'une fois qu'on a collecté les informations pertinentes, il va arriver un moment, il faudra modéliser et il faudra faire des projections. Alors, forcément, les régulateurs ou les standards ont défini certains scénarios qu'ils estiment pertinents à pouvoir
mettre en jeu. Et c'est vraiment au niveau du secteur qu'il faut pouvoir alimenter la discussion aussi, puisqu'à un moment, il suffit pas simplement de pouvoir collecter, par exemple, les pertes au niveau, par exemple, du risque assurantiel, mais aussi de pouvoir aussi anticiper en ayant aussi des stratégies d'engagement avec les parties prenantes, avec les contreparties, pour pouvoir faire ces simulations de pouvoir de ces différents horizons et de se dire, sur base des informations ou des projections des entreprises, des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, à cet instant T, voici les conditions que j'ai. Alors là, je peux les projeter au niveau des différents scénarios et alors de pouvoir quelque part faire un exercice pour pouvoir comprendre comment aujourd'hui les différents scénarios, comment ça va venir mettre, créer une contrainte à mes activités économiques. Mais pour cela, il me faut déjà comprendre le lien entre l'aléa et l'activité économique pour pouvoir se dire, à tel niveau de survenance d'aléa, à tel niveau de réchauffement climatique, voici ce que j'ai rencontré. Donc, si je dois faire une proportionnalité avec un degré en plus, un degré en moins, voici en quoi je peux m'attendre. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important et qu'on insiste sur cet exercice de faire le lien entre l'aléa, le secteur d'activité, l'activité même propre, le niveau de vulnérabilité, pour qu'ensuite, avec les scénarios, qu'on ait le vivier important de réflexion pour pouvoir le projeter. Et là, forcément aussi, force est de constater que dans les résultats, les banques ont quand même mentionné pouvoir faire cet exercice-là, mais on est aussi resté pareil sur sur notre fin, sur des graphiques, des flowcharts, des résultats dashboard qui pourraient venir nous étayer un peu les premiers résultats de ces analyses qui ont été faites par les banques. Décidément, le professeur Fabienne distribue beaucoup de mauvais points ce soir. Et j'ai envie de demander finalement, sommes-nous si mauvais? Ça rejoint un peu la question qu'a posée David tout à l'heure, c'est-à-dire que on a investi énormément d'argent, de ressources pour mettre en place ces reporting, et finalement, le résultat est quand même assez mitigé. On a sollicité énormément d'équipes. Alors, David demande, voilà, beaucoup de gens ont passé du temps dans les banques pour satisfaire ces rapports, au rapport des publications de Pilier 3. Est-ce qu'on milite pour que certains soient revus? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a, c'est déjà pas mal? Voilà, on est un peu, voilà, c'est un peu la petite douche froide, là, ce soir, Fabienne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la marche est trop haute à franchir? Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'on s'y prend mal? Qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, donc si on passe peut-être à la recommandation pour cette question, et comme ça, je veux rebondir aussi. La slide suivante. En fait, aujourd'hui, et j'entends qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont en termes de collecte, en termes de préparation de reporting. Et quelque part, c'est là un peu que le bas a blessé, puisqu'on a donné beaucoup de temps sur le reporting. Alors qu'aujourd'hui, il faut bien, on insiste bien, qu'on est dans une cadre de gestion de risque ESG. Donc, ça veut dire que les matrices de risque devaient évoluer au travers de ces éléments avant de pouvoir arriver même au niveau de la collecte. Maintenant, la collecte a été faite dans une urgence, et ça, on entend qu'aujourd'hui, il fallait reporter, il fallait pouvoir produire dans le temps. Ça a été fait. Mais voici maintenant où on fait ce genre d'exercice pour permettre un peu que le premier exercice, les premiers rapports des banques sont sortis. Comment on se pose et on se pose maintenant des bonnes questions et en termes de stratégie de pouvoir, par rapport à l'information, la qualité des narratifs ESG, est-ce que aujourd'hui des informations ont été mises sur la table en termes de compréhension des expositions, des impacts et de gestion. Et l'idée aujourd'hui de se dire, on va partir forcément de l'existant sur ce qui a été fait, on va surtout pas le jeter, mais aujourd'hui, comment on va améliorer et définir des axes d'amélioration pour pouvoir tout justement arriver, parce que vous allez voir, par exemple, ce genre de graphiques, ils sont assez simples, mais il y a une réelle piste d'audit qui a été faite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être en termes de narratif, en termes du qualitatif, c'est aujourd'hui là le niveau de, lorsque je publie l'information, un narratif ESG,
quelle est la décision qui peut être prise par rapport à ça. Et ça, c'est au niveau déjà en interne, c'est au niveau des politiques d'octroi des crédits, comment je veux les intégrer, comment je les intègre au niveau de mes politiques d'investissement, comment mes parties prenantes, comme vous avez vu aujourd'hui, moi, je suis une partie prenante, j'ai juste pris les rapports des banques et j'ai voulu comprendre l'exposition au risque de physique, qu'est-ce qui m'avait été raconté, quel est le visuel qui m'a été donné, comment aujourd'hui je peux comprendre ces expositions. Et même si les informations n'étaient tous pas disponibles, mais j'aurais aimé quand même avoir les premières pistes qui allaient me donner, ben voici aujourd'hui la banque cartographie déjà ces expositions, elle peut me faire une première approche, une première image de ce que c'est. Et après, forcément, ce sont forcément des modèles qui sont ajustés. Mais là, on a eu du narratif, on a eu, par exemple, un manque, on a eu peu d'informations au niveau du narratif et vraiment au niveau du pilier 3, c'est vraiment pas les templates sur 5 ou 6 pages qui va donner une telle compréhension au lecteur. Donc, il est vraiment temps aujourd'hui que les banques laissent se reposer, se comparent entre elles. Et puis, comme on a dit, c'est pour ça qu'on a fait ce truc du benchmarking, on a fait cet exercice du benchmarking, c'est pouvoir aujourd'hui se projeter sur aujourd'hui quel est le niveau d'information qu'aujourd'hui les lecteurs peuvent en tirer et les prises de décision qu'ils pourraient pouvoir en avoir en fait. Puisqu'après, je voulais parler aussi la partie d'engagement, parce qu'il ne faut pas oublier que la banque demain, elle va se retrouver avec, alors on oublie, exit la CSRD, exit les réglementaires. C'est que demain, moi, je vais me retrouver avec des portefeuilles de plus en plus exposés au risque climatique. Comment j'engage mes parties prenantes? Principalement les PME, les ETI qui demain ne seront pas soumis au reporting ou pas encore, ou à titre volontaire, mais comment aujourd'hui la banque structure ces données, structure ces politiques d'engagement pour pouvoir expliquer tout justement à ces contreparties-là que demain, votre secteur d'activité, dans votre région, face à cet aléa, vous serez de plus en plus exposé. Comment aujourd'hui, de manière anticipative, vous vous préparez à anticiper ce risque et à pouvoir vous préparer dans le futur, puisqu'au fait, le but aujourd'hui, c'est construire la résilience. Hein. On ne cesse pas de le dire, c'est de la résilience, c'est pouvoir aujourd'hui que les portefeuilles de banques soient résilients, que les banques s'engagent avec les entreprises dans la transition, que tout le monde ait une visibilité des problématiques des expositions et qu'on s'engage vers une transition sur ce qui peut être fait en termes de stratégie de mitigation et d'adaptation. En fait. Et il y a un malentendu, hein, à mon sens fondamental, dans lequel on a été dans cette démarche ESG, c'est qu'on l'a pris comme un exercice de conformité, de compliance à des tests réglementaires, alors que c'est d'abord un exercice de risk management. Et le fait de l'avoir pris par le bout de la conformité et du reporting et non par le risk management, ça aboutit effectivement aux situations où on voit qu'on a beaucoup de trous dans la raquette. Donc, il faut revenir dans du risk management. On a un risque qui a un effet très important sur les risques traditionnels. Donc, il faut qu'on mette en place une vraie stratégie de gestion de risque. Et donc, finalement, le reporting n'est que la matérialisation ou la formalisation de tout ce qu'on a mis en place. Et donc, forcément, si on ne suit pas, on ne fait pas les choses dans cet ordre-là, on va aboutir finalement à des reportings qui ont des informations, mais qui sont quand même relativement difficiles à exploiter ou à se projeter par rapport aux activités réelles de la banque. Donc ça aussi, c'est un point quand même qu'il faudrait qu'on ait en tête. Revenons à du risk management. Fabienne, la journée avance bien. Une question qu'on peut avoir, c'est de dire, mais finalement, il va y avoir ce projet-là Omnibus dont tout le monde parle et qui est censé alléger la charge de reporting pour les banques, pour les entreprises en tout cas. Et la question, c'est finalement, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour nos banquiers, ce projet Omnibus, parce qu'on en parle depuis le 26 février, on ne parle plus que de ça. Et que pensez de ce projet? Ben aujourd'hui, le projet, comme je dis, sur certains types de contreparties, au niveau de la banque, ça va réduire la disponibilité des données ESG. Donc, typiquement, lorsqu'on en parle aujourd'hui de faire des liaisons entre les types d'aléas
climatique avec les impacts d'une activité, ben ça demande de comprendre le business, ça demande de comprendre les expositions de ces activités et quelque part, ben, on peut pas mettre le poids aux banques aujourd'hui seules de définir ça. C'est un dialogue qui doit être fait avec les parties prenantes, avec par exemple les entreprises ETI, PME, grands groupes, pour pouvoir eux, ben dire dans ma région, face à tel aléa, où est-ce qu'effectivement mon activité a été mise en mal. Et si on n'a pas ces informations, comment on veut que la banque puisse la collecter? Alors oui, il y aura toujours des problématiques, peut-être comme on a dit, avec des pertes au niveau de l'assurance, mais à un moment, il faut que les entreprises eux-mêmes puissent eux-mêmes se projeter par rapport aux risques et aux facteurs extra-financiers qu'ils peuvent avoir. D'autrement, parce qu'à un moment aujourd'hui, comment la banque pourra évaluer l'exposition, par exemple, dans son portefeuille d'investissement, dans son portefeuille des crédits, si encore une fois, aujourd'hui, l'information n'est pas là, si aujourd'hui, on n'a pas les sources, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas dans les reportings les notations ESG, des notations extra-financières qu'on va retrouver ces informations. C'est vraiment dans le processus d'engagement que les banques vont avoir avec leur contrepartie pour comprendre à la suite, par exemple, d'un non-performant loan, quelques semaines, quelques mois après un événement climatique, par exemple, de faire les liaisons entre aujourd'hui les difficultés de ma contrepartie à me rembourser, à honorer ses mensualités des crédits avec, par exemple, la survenance de cet événement climatique. Donc, si aujourd'hui la banque, on va leur dire de ne pas poser les questions parce qu'au fait, au-delà, par exemple, du minimum, il faut pas aller plus loin, ben vraiment on restreint le périmètre des banques. Et donc, ça veut dire que même si avec la bonne volonté du monde et que les banques commencent encore à développer des méthodologies internes pour compenser, mais on sera pas dans une démarche proactive puisqu'on sera juste au niveau de l'observation de l'historique. On devra attendre que les événements se passent et commencer à collecter des informations ci et là pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, alors que tout justement dans cette démarche où tout le monde de façon proactive comprend les expositions, comprend les impacts et communique en termes de gestion, communique en termes de difficultés, ben ça fait un terroir d'informations qui aurait permis aujourd'hui en termes de gouvernance, de gestion des risques et aussi en termes pour les banques de pouvoir s'engager avec les différentes parties prenantes dans ce processus de transition, parce qu'on est bien dans un processus de transition. On va faire de plus en plus face aux risques, mais on doit avoir face à ce risque une gestion active et proactive, et sans l'information, le bas va blesser. Forcément, on se dit, les informations sont là, mais aujourd'hui, quelle est l'exploitation qu'on va pouvoir faire pour pouvoir déjà prendre les bonnes décisions? Et pour les informations qui sont manquantes, ben, quels seront les canaux aujourd'hui ou les leviers en dehors, si aujourd'hui vraiment l'omnibus est passé tel qu'on le voit, comment aujourd'hui les banques, les investisseurs, les parties prenantes vont aujourd'hui avoir les informations nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cette gestion proactive des risques, en fait. Ouais, donc on n'est pas vraiment en train d'aller dans le bon sens, si je résume ton point. Ça sera plus difficile. Il faudra les stratégies d'engagement des banques devront faire le reste avec ce qu'il sera leur permis de faire pour anticiper et mieux à comprendre les expositions face à ces aléas. Et puis après, cela est aussi vrai pour le risque physique et les autres problématiques ESG aussi qui peuvent impacter la capacité des contreparties pour générer des cash flows ou de garantir la valeur de leurs actifs. Et quelles seraient donc en synthèse finalement tes principales recommandations sur la stratégie de reporting et de publication ESG qui était finalement le thème de notre webinaire ce soir? Ben, vraiment, la stratégie, lorsque on parle de la collecte des données, donc ça soit, et là, vraiment, mettez-le pour tout type de problématique ESG. On est vraiment dans une cartographie de l'exposition, ça c'est le B à bas. Je dois comprendre la problématique, je dois comprendre au niveau d'un secteur, au niveau d'une zone géographique, comment cette problématique a lieu, d'accord? Je dois pouvoir intégrer, si je fais des scénarios stress test, je dois pouvoir intégrer ces éléments sur différents scénarios. Et donc, ça veut dire que déjà, je dois avoir cette compréhension. On a vu le dernier webinaire sur les facteurs d'intégration, surtout justement ces liens, comment ils vont être faits, comment après ils peuvent être modélisés.
il faut bien forcément à un moment s'asseoir et faire cet exercice de pouvoir ventiler les expositions de la banque par rapport à ce type d'aléa, par rapport à ce type d'exposition, puisqu'à un moment, il faut bien, on a bien fait l'étape de matérialité, mais à un moment, il faut bien qu'on puisse voir comment la matérialité financière s'en traduit. Encore là, j'ouvre le carcan pour dire qu'au-delà du risque physique, même si on a eu aujourd'hui la simulation au travers des actifs liés au risque physique, mais toute autre problématique, bien qu'on savoir être transparent sur comment on a quantifié tout justement la matérialité financière, les vulnérabilités, parce que les vulnérabilités aujourd'hui, que ce soit du risque physique, que ce soit en termes d'approvisionnement, que ce soit en termes de coût des ressources, ces vulnérabilités, on les a. Puisqu'on parle de facteurs de risque extra-financiers, donc forcément, il y a derrière chaque problématique ESG, il va arriver avec une certaine vulnérabilité pour un secteur, pour une activité. Comment, en tant que banque aujourd'hui, j'ai l'information pour anticiper, dans ma revue de due diligence, anticiper tout justement mon exposition au risque, par rapport aussi au risque que je suis prêt à vendre. Et surtout, ce qui a manqué, certes, on a eu des publications du pilier 3, mais comme vous voyez, en amont, on n'a pas eu vraiment des explications concrètes sur comment ça a été construit, sur la granularité, sur les composants. Donc, c'est pas sur 5-6 pages qu'aujourd'hui, en lisant, par exemple, le pilier 3 sur le risque physique, que les personnes vont comprendre toutes ces informations qui est attendu d'être retrouvées de la part du régulateur et aussi en termes de transparence pour les parties prenantes. Donc, alors, voilà, pour ceux qui... vraiment... oui, effectivement, je disais que pour ceux qui sont intéressés par cette question de la problématique ESG, au sein de l'AGES, on a un programme de formation de 2 jours, en fait, où on va beaucoup plus en détail sur vraiment les choses à ne pas faire et les choses à faire pour pouvoir avoir des reportings ESG efficaces. Et on a aussi comme ça cette logique de benchmarking là où on va beaucoup plus loin encore pour vraiment regarder que ce soit sur les thèmes de la gouvernance, sur le risk management, sur la stratégie, sur les métriques, comment comparer les métriques d'une banque à l'autre et voir finalement si notre façon de communiquer sur ces axes-là est vraiment pertinente, etc. On s'appuie aussi beaucoup sur les recommandations du guide BCE qui sont quand même très structurantes par rapport à ça. Donc vraiment, n'hésitez pas si jamais vous avez envie d'approfondir ces sujets-là, de nous en faire part pour qu'on puisse vous aider à développer. Là, on arrive un peu à la fin de notre webinaire. Est-ce qu'il y a des questions, des points sur lesquels éventuellement on devrait revenir pour peut-être clarifier des éléments qui ont été exposés là, ou alors on considère que tout était très clair? N'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faudrait qu'on revienne éventuellement? Là, il n'y a pas de questions, donc je suppose qu'on a été très, très clair. Fabienne, bravo. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir passer cette soirée avec vous pour parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui est quand même structurant parce que quasiment la quasi-totalité des tests ESG aujourd'hui ont un dénominateur commun qui est celui de la publication. Et c'est vraiment un point clé puisqu'on est dans la promotion de la transparence et c'est le but, c'est d'encourager finalement tous les acteurs de la finance à dire exactement ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que cette question du reporting est clé et finalement, comme on a dit plusieurs fois dans le webinaire, le reporting c'est la porte de sortie et non la porte d'entrée. Donc avant de pouvoir reporter, il faut déjà avoir mis en place un vrai dispositif de risk management, de gouvernance, de stratégie, d'appétit au risque et finalement le reporting c'est l'extériorisation de tout ça. Donc il faut vraiment revenir à du risk management et sortir de la compliance. Justin est en train de vouloir dire quelque chose. Voilà. Donc merci Justin. Effectivement, comme je vous ai dit, la formation, la présentation, elle est disponible avec l'adresse contact@ages.com. Vous pouvez écrire à cette adresse-là pour récupérer la présentation. Et normalement, d'ici 2 jours ou 3, vous aurez accès au reporting
replay aussi. On vous enverra automatiquement le replay de cette session. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Donc, on a aussi d'autres webinaires qui sont prévus dans les prochains jours. Donc, on a un webinaire, par exemple, sur le business model, la chaîne de valeur, le 12 mai avec Fabienne encore. On change pas l'équipe qui gagne.